Merci beaucoup. Guillaume, merci beaucoup d'être aussi nombreux aujourd'hui pour cette présentation sur l'étude des relations entre les observations millimétriques et les conditions astrophysiques au sein des nuages moléculaires, en particulier au sein du nuage moléculaire d'Orion B. Comme ça a été dit, j'ai été supervisé par Jérôme Petit et Jocelyn Chanusso avec l'aide précieuse d'Antoine Roueff et de Marie-Vonne Gérin. J'ai effectué cette thèse à moitié entre le GIPSALAB et l'IRAM. Et durant ma thèse, j'ai été financé durant mes missions par l'ANR d'Awism, qui est lié au consortium Orion B, dont je vais parler ensuite. Le consortium Orion B, c'est un consortium international qui a été cofondé par Jérôme Petit et Marie-Vonne Gérin. C'est une collaboration interdisciplinaire entre astrophysiciens et sciences des données pour l'étude du nuage moléculaire Orion B. Il y a plus d'une trentaine de membres actifs actuellement, et actuellement, en me comptant moi, 8 permanents doctorants ou post-doctorants. L'objectif de ce consortium, L'objectif du consortium, c'est de combler le fossé entre les observations résolues du milieu interstellaire et celles qui sont extragalactiques, qui sont plus loin et qui sont du coup non résolues. Le milieu interstellaire, qu'est-ce que c'est? Le milieu interstellaire, c'est l'ensemble de ce qui constitue l'espace entre les étoiles. Alors, il n'est pas tout à fait vide, même si la densité il est très faible, bien plus faible que ce qu'on a sur Terre. Euh, Sous l'effet de la gravité, dans les régions les plus denses, des fois, on a des structures plus denses, on appelle des cœurs denses, qui vont se créer sous la contraction gravitationnelle et qui ensuite, parfois, sous des conditions qui ne sont pas tout à fait claires encore aujourd'hui, s'effondrer et créer une étoile et en même temps un disque protoplanétaire qui finira par disparaître avec le temps, mais qui pourra ou non créer des planètes autour de cette étoile. Au bout d'un temps plus ou moins long, suivant la masse initiale de l'étoile va mourir, créer un rémanent stellaire et finira par rendre une partie de son gaz au milieu interstellaire, ce qui créera un cycle qui permettra la formation de nouvelles étoiles. Le milieu moléculaire, c'est une partie du milieu interstellaire. C'est les régions les plus denses et les plus froides du milieu interstellaire. Et ce sont les lieux privilégiés de formation stellaire, de grandes structures à 3 dimensions, qui, quand on les regarde en lumière visible comme ici, en fait, sont sombres. Ce qu'on peut voir ici, c'est la nébuleuse de la tête de cheval en bas à droite qui est assez célèbre. Et puis on a la nébuleuse de la flamme aussi qu'on peut voir, mais c'est une nébuleuse en émission. En fait, toute la partie gauche de l'image, c'est une partie du nuage moléculaire d'Orion B. En fait, on ne le voit pas, mais si vous aviez des yeux qui pouvaient voir dans le domaine millimétrique, vous verriez ça. Ce qui est assez différent. Alors, on peut en voir que les images se superposent bien. On connaît par exemple la nébuleuse de la flamme. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est la superposition, c'est une image en fausse couleur, la superposition de 3 raies millimétriques, 3 raies de CO. J'en parlerai un peu plus ensuite. Et ça permet d'observer l'intérieur du nuage d'Orion B qui n'émettait pas en lumière visible. En une réémission, qu'est-ce que c'est? C'est l'émission d'un photon à une fréquence très spécifique qui a lieu lorsque une particule passe d'un niveau d'énergie excitée à un niveau plus faible. Alors, dans notre cas, on parlera seulement de transition entre des niveaux rotationnels. Donc, typiquement, par exemple, dans une molécule de 12 CO, lorsqu'on va passer du niveau rotationnel 1 au niveau 0, de plus basse énergie, on aura une émission qui sera très proche de 115 GHz. Entre le niveau 2 et le niveau 1, où l'écart d'énergie est plus grand, on aura une émission à une fréquence qui sera le double. Puis ensuite, le triple et puis le quadruple, etc. Donc c'est ça qui compose, c'est l'intensité de ces raies-là qui compose l'image qu'on a vue tout à l'heure. Le problème dans notre cas, c'est que les nuages moléculaires, en particulier celui d'Orion B, l'espèce la plus majoritaire, la plus abondante dedans, c'est H2. En fait, elle est largement plus abondante que toutes les autres. Mais le problème, c'est qu'elle ne possède pas de moment dipolaire, ce qui la rend très difficile à détecter. Et globalement, il y a des raies, mais c'est comme si on appliquait un coefficient 0 sur chacune d'entre elles, ce qui les rend, le cacher, beaucoup plus difficile à détecter. Ce qui nous force au final à observer d'autres espèces qu'on va appeler traceurs. C'est le cas par exemple du monoxyde de carbone, CO. Le problème, c'est que ces espèces, elles sont bien moins abondantes, donc leurs émissions sont bien plus faibles, donc elles sont plus difficiles à détecter. Donc si vous observez un point précis du ciel sur plein de fréquences, et ce qui est quelque chose dont on est capable de faire les instruments qui sont développés ici à l'IRAM, vous allez avoir un spectre comme ça qui correspond à l'intensité en fonction de la fréquence, et on a des pics, c'est toutes les raies, c'est des raies émises par différentes espèces chimiques. Si on zoome sur l'une de ces raies, on va avoir quelque chose de cette forme-là. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que
on n'a pas tout à fait un pic comme on devrait s'y attendre en statistique. On a parlé de Dirac, ici c'est pas le cas. Et surtout, si on compare à la fréquence qu'on s'attendrait à trouver pour cette raie, on est un peu décalé. Alors c'est pas un problème théorique. Ça vient du fait que le nuage, en fait, il est en mouvement sur la ligne de visée par rapport à nous. Et ce mouvement va induire un effet Doppler. De la même manière que quand une ambulance s'éloigne ou s'approche de vous, sa fréquence varie. Et ça va être la même chose pour cette raie. On va avoir un étalement. Euh, et puis on est un peu décalé par rapport à l'arrêt. Alors ça pourrait passer pour une difficulté, mais c'est très intéressant en physique, puisque la fréquence d'émission, en réalité, c'est pas si intéressant que ça. Par contre, la vitesse, oui, parce que ça nous donne des informations sur la cinématique à l'œuvre au sein du nuage, et ça, donc des informations sur tout ce qui est de l'ordre des turbulences, et ça, pour le coup, c'est de l'or pour les astrophysiciens. Et si on observe une ligne de visée comme ça, puis ensuite une autre, etc., jusqu'à avoir une image, du coup, on va obtenir une image 3D avec deux axes XY et un axe de vitesse. Ça nous donne ce qu'on appelle un cube hyperspectral, mais qui est de nature assez différente de ce qu'on a traditionnellement en imagerie hyperspectrale, où l'axe spectral est d'habitude un axe de fréquence. En notre cas, ça sera un axe de vitesse. Et puisque des raies, il y en a un certain nombre, eh bien, chacune de ces raies pourra donner un cube comme ça qu'on appelle un cube de raies. Alors, ces cubes-là, comme tout ce qui est à trois dimensions, c'est difficile à visualiser et à interpréter. Alors du coup, ce que les astrophysiciens font en général, quand ils ont un jeu de données, un nouveau jeu de données à disposition, c'est de calculer ce qu'on appelle les moments. Ici, par exemple, c'est l'intensité de pic. On va calculer pour chaque profil le maximum du profil. On peut aussi calculer l'intégrale, ça va sommer l'émission de l'arrêt. Puis on peut aussi avoir le centroïde de vitesse, c'est le barycentre de l'arrêt, et ça permet d'avoir une information sur les différentes composantes du nuage. Puis ensuite, on a aussi la dispersion de vitesse, ça sera la largeur de l'arrêt. Alors, les données que je vous montre depuis tout à l'heure, elles viennent pas de nulle part, elles ont été observées dans le cadre du large programme Orion B, un grand programme à l'IRAM 30 mètres en Espagne. Alors, j'ai pas mis d'image du 30 mètres dans le diaporama, mais encore, il y en a ici, par exemple, dans la salle. Je vois que ça valait pas la peine, vu que c'est déjà sur le mur. Euh, Ces images-là, elles ont presque 1 million de pixels, 200 000 canaux spectraux, c'est une résolution qui est vraiment permise par les instruments de la nouvelle génération d'IRAM, et plus d'une trentaine de raies ont été détectées. Donc typiquement, cette image-là, je dis, c'est la combinaison des émissions pour trois raies différentes. Pour avoir une idée à quel point le nuage au moléculaire d'Orion B, ici, c'en est qu'une grosse moitié, et à quel point il est grand, on peut comparer par rapport à la taille apparente de la Lune, si on pouvait voir les deux en même temps dans le ciel, ça, en fait, c'est une structure qui est vraiment gigantesque. Et comme tout ce qui est grand, pour l'observer de manière résolue comme ça, et ben ça s'est pas fait en une seule journée. Les observations ont commencé dans la zone où il y a NGC 2023, NGC 2024 en 2014, et se sont finies en 2020, peu de temps avant que je commence mon stage de fin d'études. Euh, et du coup, au total, il y a eu quasiment 7 ans d'observation. Alors, ces cubes-là, si on a calculé en leur intensité de pic, ici, je vous montre les 16 les plus brillantes. Et ce qu'on peut voir, c'est que ces cartes, elles sont assez différentes d'une espèce allotante 12CO en haut à gauche. On voit qu'on a du signal quasiment partout. C'est une espèce qui se forme même dans les régions très peu denses. À l'inverse, N2H+, ne se forme que dans les régions les plus denses. Puis il y a des rêves comme SIO, où il y a des émissions très localisées qui correspondent aux régions de choc. Qui fait qu'on voit que toutes ces raies, en fait, elles sont pas vraiment redondantes, elles donnent beaucoup d'informations différentes qui correspondent à plusieurs situations physiques différentes. Et donc l'interprétation de toutes ces raies conjointes donne énormément d'informations. Donc se contenter d'une seule de ces raies, par exemple, ça serait faire l'impasse sur énormément d'informations. En astrophysique, là j'ai parlé des données, l'interprétation des données passe par des modèles qui possèdent beaucoup de paramètres qui correspondent à des conditions physiques qui permettent de faire des prédictions d'observation que l'on compare ensuite avec les données. Modèles et données sont les deux faces d'une même pièce. Par exemple, ça c'est deux exemples de paramètres physiques. On a l'extinction visuelle à gauche qui correspond à la manière dont le rayonnement visible va être atténué par le milieu interstellaire. Et puis à droite, c'est le champ UV incident d'illumination ultraviolette qui correspond au rayonnement qui est produit par les étoiles massives à proximité. C'est la principale source d'énergie dans le milieu interstellaire. Ça, c'est les deux paramètres auxquels on va s'intéresser durant cette présentation. En fait, il y en a beaucoup d'autres. Et si on les superpose, par exemple, aux observations dont j'ai parlé avant, on voit qu'il y a un lien entre les observations et les paramètres physiques. Euh, et ça sera tout le but de cette thèse, ça va être de savoir avec quelle précision on va pouvoir estimer ces paramètres physiques à partir d'observations millimétriques. Et
du coup, ça pose deux questions. C'est comment est-ce qu'on peut être quantitatif dans cette estimation, savoir quelles sont les règles qui sont les plus intéressantes, jusqu'à quel point elles sont intéressantes. Et les modèles qu'on va utiliser, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'ils soient interprétables physiquement, pour qu'on puisse en déduire de la nouvelle physique, pas simplement des estimations de paramètres et puis rien d'autre. Alors, je vous ai parlé de modèles. Dans ces travaux, on va s'intéresser surtout à un code en particulier, le code Meudon-PDR. C'est une simulation numérique du milieu interstellaire qui prédit les intensités intégrées de plusieurs milliers de raies dans ce qu'on appelle des régions de photodissociation. Les régions de photodissociation, ce sont des régions du milieu interstellaire où ce qui domine, c'est le rayonnement ultraviolet lointain. Donc typiquement, ici, on a une image de la barre d'Orion, c'est le prototype même d'une PDR, probablement la PDR la mieux connue. Et en fait, il y a deux parties. Au milieu, on voit une frontière assez nette, c'est le front de photodissociation. À l'extérieur, c'est la partie où le gaz va être ionisé par le rayonnement UV. Et de l'autre côté, au niveau de donc ça c'est à l'extérieur, et à l'intérieur, c'est la partie où le rayonnement UV n'a pas encore vraiment pénétré, ce qui fait qu'elle va laisser le gaz sous forme moléculaire. On a trois phases, ionisée, atomique, moléculaire, avec une frontière assez nette. Donc ça, c'est des PDR, par exemple, la tête de cheval dont je vais parler tout à l'heure, et aussi un autre exemple bien connu de PDR. Donc, durant cette présentation, il va y avoir quatre parties qui chacune correspond à un travail publié dans un journal à comité de lecture. Il va y avoir deux parties, point de vue des données et point de vue des modèles. Comme je vous ai dit, c'est les deux faces d'une même pièce. Alors pour commencer, il va y avoir deux travaux qui sont ce qu'on appellerait des travaux préliminaires, qui ne vont pas servir directement à avoir des résultats physiques, mais qui serviront plus tard à obtenir des résultats physiques. Alors, du point de vue des données, ça sera le débruitage des cubes d'observation dont j'ai parlé tout à l'heure, de sorte à en extraire un maximum d'informations. Et du point de vue des modèles, ça sera un travail d'émulation du code Meudon-PDR, puisque nous verrons plus tard que c'est une simulation qui est très longue pour faire des calculs, ce qui l'empêche de l'utiliser dans des méthodes d'inférence modernes. Puis ensuite, dans la partie résultats physiques, on restera du côté des modèles, mais on réutilisera la version accélérée du code Meudon-PDR qu'on aura développé, de sorte à l'utiliser pour déduire à quel point les règles prédites par le code Meudon-PDR permettront d'estimer les paramètres physiques qu'on aura donnés en entrée. Et puis, dans un dernier temps, on conservera des outils assez similaires, mais on repassera du point de vue des données, de sorte à estimer les conditions physiques, mais cette fois-ci à partir d'observations et non plus de prédictions de modèles. Dans un premier temps, on va s'intéresser au débruitage de cubes d'observation. Alors, avant tout, pourquoi cette problématique de débruitage? Si on observe un canal de vitesse ici de 13 CO, donc c'est l'émission de 13 CO, une tranche du cube qui correspond à une vitesse de 6 km/h par rapport à l'observateur. En fait, on voit que le signal sort nettement par-dessus le bruit. Et en fait, si on change de canal de vitesse, c'est plus vraiment le cas. Par exemple, ici, on voit que le signal commence à être un peu à diminuer le bruit. Et puis, si on change d'espèce chimique, on prend C17O, là, c'est difficile à nombreux endroits de la carte d'identifier où est le signal par rapport au bruit. Alors, le débruitage, c'est une opération qui va chercher à diminuer l'importance du bruit par rapport au signal. Et dans notre cas, on a des contraintes assez spécifiques. La première, c'est qu'on veut débruiter des données 3D, les cubes de Ray, chaque cube indépendamment. Dans un second temps, c'est qu'on va vouloir faire un débruitage qui sera non supervisé, ce qui signifie qu'on ne connaît pas d'image de cubes qui serait parfaitement débruité, qui servirait comme exemple. Du coup, on va devoir développer des méthodes qui permettent de faire un débruitage sans avoir d'exemple à donner. Et puis ensuite, on ne va pas utiliser d'informations spatiales pour plusieurs raisons, notamment pour permettre de vérifier les résultats, mais aussi du fait que la quantité de données qu'on a au niveau de chacun des cubes en fait, ne permet pas d'utiliser des architectures qui utiliseraient l'information spatiale. Puis on a des contraintes additionnelles. La première, c'est qu'on veut conserver le flux, c'est-à-dire qu'on ne veut ni distorsion, ni création de signal. Et la seconde, c'est qu'on ne veut pas de distorsion de signal, même à flux constant, on ne veut pas déformer le signal, et s'il s'avère que l'on n'a pas le choix, on préférera ne pas débruiter plutôt que de déformer le signal. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va partir sur une méthode qui est parmi les méthodes à l'état de l'art en débruitage d'images hyperspectrales. C'est un réseau de neurones autoencodeur. C'est une méthode qui effectue une réduction de dimension, puis une reconstruction. Cette réduction de dimension, si la dimension intrinsèque du signal, c'est-à-dire la vraie dimension du signal, elle est plus petite que sa dimension apparente, alors en fait, on n'aura pas de déformation. Mais le bruit, lui, il ne vérifie pas cette hypothèse. Ce qui fait que le bruit, lui, il sera nécessairement filtré. Et plus la réduction de dimension, entre-temps, elle sera importante, plus le bruit sera filtré. Alors, les modèles qui permettent de faire ça, c'est des réseaux de neurones auto-encodeurs.
Donc typiquement, ici, on a une partie encodeur au début qui va faire une réduction de dimension jusqu'au goulot d'étranglement, et puis ensuite qui va reconstruire le signal entrée. Le signal, ça sera un profil de vitesse, et du coup, ce qu'on espère, c'est que le signal ne sera pas déformé, mais que le bruit, lui, le soit. Alors en pratique, ces méthodes-là, elles marchent très bien dans les cubes hyperspectraux classiques, où il y a énormément de redondance. C'est moins le cas dans les cubes qu'on a en astrophysique et en radioastronomie millimétrique. Et du coup, pour ça, il a fallu améliorer un peu la méthode pour arriver à des résultats qui seraient plus satisfaisants. Ça va être en deux parties. La première, c'est qu'on va essayer d'encoder l'information spectrale locale. C'est-à-dire qu'on va partir de l'analyse de données qui nous dit que les canaux de vitesse qui sont éloignés, en réalité, ils partagent quasiment pas d'informations. Et essayer d'encoder ensemble des variables qui sont indépendantes, ça a très peu d'intérêt. Euh, et donc, on va changer l'architecture d'un réseau de neurones classique, une couche dense, on va la rendre localement connectée, c'est-à-dire que de nombreux liens vont sauter. Par exemple, on va autoriser de combiner ensemble ces trois canaux de vitesse-là, puis ensuite ceci, et ensuite cela. Mais vous voyez bien qu'entre l'image de droite et l'image de gauche, il y a de nombreux liens qui sont partis, et ces liens, ils sont liés à des paramètres entrés dans le réseau. En faisant ça, on diminue drastiquement la taille du réseau de neurones, qui le rend plus léger et beaucoup plus facile à entraîner. Dans un second temps, on va exploiter un a priori. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la fonction de coût. Cet a priori-là, il va venir, d'une méthode de segmentation 3D qui sera indépendante. Il va nous dire est-ce que pour une partie du cube donné, est-ce que cette méthode pense qu'il y a du signal ou non. Et cet a priori-là, on va le donner au réseau via sa fonction de coût, c'est-à-dire via sa consigne, de sorte à pouvoir l'aiguiller sur un débruitage qui nous correspond mieux. Ça fait que la fonction de coût, elle va ressembler à ça. Normalement, on a juste une fonction qui est type le MSE, l'écart quadratique moyen, et ce qui correspond globalement à ce qu'on a en haut. Donc ça, c'est ce qu'on aura dans le cas où on pense qu'il y a du signal. Si on pense qu'il n'y a pas de signal, seulement du bruit, on va plutôt utiliser la partie de la fonction de coût qui sera en bas et qui va demander aussi au réseau de mettre, de mettre les données à zéro. Le réseau n'est pas obligé de respecter cette consigne, mais ça va l'aiguiller. Il peut par exemple ne pas la respecter pour des raisons statistiques si on lui donne une consigne qui ne correspond pas à un certain nombre d'autres données qui pourtant ont des mêmes propriétés statistiques. Et voilà le type de résultat qu'on obtient une fois qu'on fait ça. En haut, c'est le résultat qu'on a avec notre architecture d'auto-encodeur modifiée, et en bas, c'est ce qu'on a avec ROSA. C'est une méthode qui constitue l'état de l'art de débruitage de cubes astrophysiques, basée sur la décomposition gaussienne avec des contraintes spatiales. Ce qu'on voit, c'est que les résidus, ça veut dire la différence entre ce qu'on a débruité et ce qu'on avait au départ, on n'a pas de signal structuré, ou très peu. Ce qui signifie qu'on n'a pas eu de distorsion du signal pour ce canal de vitesse. Dans le cas de ROSA, on voit qu'on a du signal structuré, ça correspond à des endroits où le signal a été modifié, distordu, augmenté ou perdu. Ces données-là, une fois qu'on les a débruitées, les cubes sont directement utilisables pour calculer les moments. Je vous l'ai dit, c'est ce que les astronautes calculent quasiment en premier, une fois qu'un nouveau jeu de données est à disposition. La première colonne, ça correspond à ce qu'on avait au départ, et la deuxième, c'est ce qu'on obtient une fois qu'on fait les calculs avec le cube débruité. Et on voit que les cartes qu'on obtient de centroïde et de dispersion sont bien plus régulières. On a du signal qui apparaît à des endroits où avant on n'avait que du bruit. Du coup, les cubes débruités sont extrêmement intéressants pour calculer les moments, et comme je vous ai dit, des moments, en fait, il y en a un certain nombre d'autres. Très bien. Donc, dans cette seconde partie, on va complètement laisser de côté les données, on les reprendra à la fin de la présentation, on va passer du point de vue des modèles pour une toute autre problématique. Cette fois-ci, le travail préliminaire consistera à augmenter la vitesse des simulations de milieux interstellaires. En fait, il s'avère que les modèles du milieu interstellaire, ils sont très complexes, ce qui implique qu'ils ont un temps de calcul qui est extrêmement élevé, d'autant plus s'ils sont complexes. Et c'est le cas du code de EDR, qui est un exemple représentatif des codes les plus complexes qu'on a à disposition. L'objectif, ça va être d'imiter, en fait, soit émuler ces simulations avec une méthode statistique qui ira plus vite, mais qui permettra de reproduire des résultats qui sont très similaires. On aura plusieurs contraintes, ça va un cahier des charges. On voudra que l'erreur relative, elle soit inférieure à ce qu'on a, à l'erreur de calibration qu'on a un instrument comme l'IRM 30 mètres, par exemple. On veut que le temps de calcul soit assez rapide pour l'inférence. Et puis, on veut que le modèle soit dérivable un certain nombre de fois pour permettre de l'utiliser en inférence. Surtout, on veut essentiellement, nous, les deux premières dérivées. Pour avoir des calculs fiables, il faut que le modèle soit le plus régularisé possible. Mais surtout, on veut une erreur d'approximation sur un ensemble de tests qui soit faible, mais surtout, on veut la calculer. Alors, c'est quelque chose qui peut paraître
évident pour la communauté du machine learning, mais en pratique, cette problématique d'émulation de code, on n'est pas les premiers à se la poser, c'est quelque chose qui est assez commun. Souvent, on utilise des méthodes d'interpolation, et cette erreur d'approximation sur des ensembles de tests, en fait, elle est rarement faite, ce qui fait qu'on ne sait pas à quel point notre émulateur peut être fiable ou pas dans des travaux d'inférence ensuite. Alors, le code de DampDR, il est déterministe, il est assimilable à cette fonction-là. On a 4 paramètres d'entrée, l'extinction visuelle, G0 c'est l'illumination ultraviolette, PTH c'est la pression thermique, et alpha c'est l'angle avec lequel on va observer la région de photodissociation. Puis ensuite, tous les I, c'est les intensités de sortie, il y en a plus de 5000. Mais, vu que c'est assimilable à une fonction, on peut utiliser un réseau de neurones qui est une architecture assez classique, qu'on appelle le perceptron multicouche, du fait qu'on a des bonnes garanties théoriques qu'une architecture de ce type-là, si elle est assez grande, va pouvoir approcher le plus finement qu'on veut ce type de fonction. On obtient des résultats, si on fait ça, qui sont déjà assez bons, mais on voit clairement qu'on peut faire mieux. Alors, une première amélioration qu'on peut proposer, c'est de partitionner les sorties. En fait, il s'avère que les sorties, on peut les grouper par similarité, de sorte à entraîner pour chaque groupe des réseaux de neurones qui seront dédiés. Donc, nous, dans notre exemple, on a fait 4 groupes, et en faisant ça, on obtient des réseaux qui sont chacun beaucoup plus petits, plus faciles à entraîner, et le nombre total de paramètres sera plus faible que si on fait juste un gros réseau. Une deuxième amélioration, c'est de dimensionner la couche linéaire. En fait, la couche de sortie ici, qu'on appelle la couche linéaire, va avoir énormément de poids puisque le nombre de sorties est gigantesque. Et donc, pour essayer de la réduire le plus possible, on propose de faire ce qu'on appelle une annexe en composante principale. On va voir que les sorties vivent dans un espace de dimension bien plus petit que ce qu'elles ont l'air, qui permettra de réduire au final la dimension de la couche cachée en perdant quasiment 90% des poids du modèle, ce qui est en fait gigantesque. Une troisième amélioration, c'est de passer sur une architecture dense. Une architecture qui est inspirée du réseau convolutif qu'on appelle DenseNet, mais dans ce cas-là, ce sera pour un réseau type perceptron multicouche. En fait, il s'avère qu'une partie de la complexité du réseau cherche à approcher la fonction identité. Ça vient du fait qu'on a des résultats intermédiaires que le réseau aura envie de réutiliser, sauf que c'est une très mauvaise utilisation de sa complexité de faire ça. Du coup, on va créer une nouvelle architecture. Dans cet exemple-là, on va partir seulement de 2 entrées pour simplifier. On va les faire passer par une couche neuronale classique, on va obtenir 2 sorties. Puis ensuite, on va copier-coller les entrées et les concaténer aux sorties. Puis ensuite, on va reprendre ces quatre résultats-là, on va les refaire passer dans une couche neuronale, obtenir des sorties, copier-coller ce qu'on avait au départ, etc. En faisant ça, ça va créer des raccourcis. Et ces raccourcis-là permettront, 1, de réutiliser les résultats intermédiaires, et 2, de propager plus facilement le gradient pour éviter ce qu'on appelle le phénomène de vanishing gradient, qui est un problème extrêmement important lorsqu'on essaie d'entraîner des réseaux de neurones profonds. Du coup, on va pouvoir créer des architectures inspirées du perceptron multicouche, mais qui possèdent, par exemple, plus d'une vingtaine de couches cachées. Théoriquement, ce type d'architecture est extrêmement difficile à entraîner, et nous, du coup, maintenant, on en est capable. Le dernier point, et c'est sûrement le plus important, c'est le filtrage des anomalies. En fait, le code Meudon-PDR va des fois prédire des valeurs qui sont anormales. Ce sont des points qui sont non finis, qui n'auraient pas dû prédire, et ça vient de multistabilité ou de divergence du code. Donc, c'est ce type de point, par exemple, qu'on voit ici, on a quelque chose d'assez continu, puis d'un coup, on a une prédiction qui va tout en haut. En fait, on n'a pas envie que le modèle il apprenne ce point-là, sinon il va prendre une grosse partie de sa complexité pour approcher juste ce point-là. Il y a une procédure en 3 points. La première, c'est qu'on va faire l'apprentissage avec une fonction de coût qui sera non robuste, de sorte à ce que le réseau ignore les points qu'il a le plus de mal à approcher. Ensuite, on va pouvoir dresser une liste des points les plus mal approchés, et ensuite, avec une procédure qui sera semi-manuelle, on va pouvoir identifier ces anomalies de manière assez rapide. En quelques heures, on a un jeu de données qui sera assez bien nettoyé, et ensuite, on va réentraîner cette fois-ci une fonction de coût qui sera non robuste, et qui va permettre d'ignorer les anomalies en utilisant simplement un masque pour cacher les règles. Oui, peut-être que j'ai dit non robuste au début. Et le type de résultat qu'on obtient, c'est ça. Alors, l'axe des X, c'est le facteur erreur sur l'erreur relative moyenne, et puis à gauche, c'est le 90e percentile d'erreur. La partie verte, c'est l'objectif qu'on avait au départ. Donc ici, c'est les méthodes d'interpolation qui sont utilisées classiquement. On voit qu'on ne respecte pas du tout nos contraintes. Les réseaux de neurones, on respecte les contraintes dans certains cas. En fait, ça correspond aux situations où on a utilisé la méthode d'élimination des anomalies. Et ensuite, plus les points sont proches du point en bas à gauche, plus on a utilisé en même temps d'amélioration dont j'ai parlé précédemment. Puis ensuite, on peut s'intéresser à cette autre figure qui montre la mémoire qui est requise pour faire tourner un modèle et la vitesse sur un ordinateur, sur mon ordinateur portable à moi.
Et là, ce qu'on voit à nouveau, c'est que les méthodes d'interpolation, presque toutes, elles elles respectent pas les contraintes qu'on s'était fixées. Les réseaux de neurones, si, et d'autant plus si on a mis en place le partitionnement dont je vous ai parlé avant. À ce moment-là, on a un réseau qui fait seulement quelques dizaines de mégaoctets. Ça correspond à une poignée d'images prises avec votre téléphone portable. Très bien. Une fois qu'on a ces travaux préliminaires, on va pouvoir passer à la partie résultats physiques. Là, maintenant, on va réutiliser l'émulateur que je vous ai parlé pour pouvoir s'intéresser à quel point les prédictions que fait le code de PDR permettent de revenir en arrière sur les résultats, sur les paramètres physiques. Alors, c'est une problématique qui est un peu différente de ce qu'on a vu avant, qu'il n'y aura pas de réseau de neurones. On va faire l'hypothèse qu'on connaît, par exemple, ici, une distribution jointe entre un paramètre physique θ et une observation y. On voit qu'il y a une corrélation, plus θ est grand, plus il y a de chances que y soit grand aussi. On va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si j'observe que y vaut 1? Et bien à ce moment-là, la distribution, c'est-à-dire les valeurs possibles de θ, va changer. En fait, il devient beaucoup plus probable que θ soit autour de 0,5 ici. Et si on change de valeur qu'on observe, eh bien, les valeurs possibles de θ vont changer, etc., etc. Du coup, la question qu'on se pose, c'est, et si on change de ray, par exemple ici, on va prendre une autre ray, la distribution pourrait être différente. Et si on observe les mêmes valeurs, et peut-être que les valeurs possibles de θ seront plus incertaines. Ça dépendra de l'arrêt qu'on a ici, qu'on a observé. Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est à quel point l'incertitude sur θ va diminuer que lorsqu'on va observer y. Comment est-ce qu'on peut quantifier ça? Et comment est-ce qu'on va pouvoir comparer les raies entre elles pour savoir lesquelles sont les plus intéressantes à observer? C'est une problématique qui est extrêmement importante pour des observateurs, parce que le temps sur télescope, eh bien, il n'est pas infini. Et savoir quelles sont les raies à observer en priorité, c'est une problématique qui est en fait omniprésente pour les observateurs. Alors, pour essayer d'estimer quantitativement cette dépendance, on peut utiliser le coefficient de corrélation linéaire. Le coefficient de corrélation linéaire, il va seulement capter les relations qui sont linéaires. Et donc, par exemple, ici, on a l'intensité d'une raie d'H2O en fonction de la pression et de G0. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a une relation qui n'est pas du tout linéaire. Le code non PDR est hautement non linéaire. Et en fait, ce coefficient-là, le coefficient de Pearson, ne sera pas vraiment adéquat. On pourrait penser aussi à d'autres statistiques comme les corrélations canoniques, sont une généralisation, ce dont je parlais avant, les corrélations de Spearman ou de Shapley, mais encore une fois, on a toujours des points qui sont limitants. On pourrait aussi utiliser des méthodes de machine learning qui permettraient d'entraîner à chaque fois des modèles pour une certaine combinaison de raies. Et puis ensuite, on choisirait quel est le modèle. On a obtenu des résultats, typiquement l'écart quadratique qui serait le plus bas possible. Et on dirait c'est ce couple de raies, cet ensemble de raies qu'on a utilisé pour l'apprentissage qui est le mieux. Sauf que faire ça, c'est très coûteux. Il faut être sûr de notre apprentissage à chaque fois et ça prendrait énormément de ressources. En fait, une solution qui est plus satisfaisante, c'est d'utiliser la théorie de l'information. La théorie de l'information, c'est une théorie statistique qui a été inventée à la moitié du XXe siècle et qui propose des outils comme l'entropie différentielle. L'entropie différentielle, qu'on a noté h de θ, ça servira à quantifier quelle est l'incertitude que l'on a au départ sur un paramètre physique θ. Ensuite, on a une autre valeur qui s'appelle l'entropie conditionnelle qui va nous donner à quel point on a de l'incertitude sur θ une fois qu'on a observé y en moyenne. Et la différence entre les deux sera toujours positive, ce qu'on appelle l'information mutuelle, et ça va nous donner le gain en information, à quel point en moyenne, observer cette raie y va diminuer l'incertitude que l'on a sur θ. Alors pour calculer ça, il va nous falloir des données. Alors les données, elles seront générées à partir de notre émulateur du code modulaire, ce sera des observations synthétiques. Dans un premier temps, on va échantillonner des paramètres θ à partir de distributions réalistes qui sont calées sur des cartes de paramètres qu'on a au départ. Puis ensuite, on va faire passer ces paramètres-là qu'on a échantillonnés dans un émulateur du code non PDR. Et ensuite, une fois qu'on a la sortie, on va lui ajouter du bruit, de sorte à ce que les observations qu'on a, elles soient le plus semblables possible à ce qu'on obtiendrait, par exemple, à un instrument comme l'IRAM 30 mètres. Ce bruit, c'est un bruit qui est composé d'une composante atmosphérique et d'un bruit de calibration. Donc là, le bruit atmosphérique va dépendre de l'arrêt, dépendra de la fréquence, et le bruit de calibration dépendra de la bande sur laquelle on observe à l'IRAM 30 mètres. Lorsque l'on va calculer l'information mutuelle, on va utiliser un estimateur qui sera non paramétrique, qui va permettre d'avoir des estimations à partir d'un certain nombre d'échantillons d'informations mutuelles. Cet estimateur, il aura un biais et une variance.
Donc ici, on a un histogramme. À gauche, c'est quand on va calculer l'information mutuelle pour 50 échantillons. À droite, pour 1000 échantillons. Et en fait, à chaque fois, chaque barre, ça correspond à... On a fait plein de calculs d'information mutuelle pour énormément d'échantillons différents. Et à chaque fois, on va compter pour plein de valeurs possibles d'information mutuelle, combien de fois celle-ci a été calculée. On a un histogramme qui suit quelque chose qui est gaussien. Et les traits verticaux vert et rouge, ça correspond en rouge à l'estimation moyenne qu'on a, et en vert à la valeur théorique. Et on voit qu'à gauche, on a un écart entre les deux, ça s'appelle le biais. On a une erreur systématique sur notre estimation, et à droite, quand on a plus d'échantillons, on n'a pas ce biais. Donc il faudra faire attention à chaque fois à avoir assez d'échantillons. Et puis surtout, on voit que la largeur de la gaussienne est plus petite à droite. Ça, cette largeur de la gaussienne-là, elle sera jamais infiniment petite. En fait, on l'indiquera sur nos résultats avec des barres d'erreur qui nous diront à quel point on est sûr ou non du résultat qu'on a calculé. Alors cette méthode, ça nous permet de calculer un certain nombre de résultats. Je vais montrer trois types de manières de présenter les résultats. La première, c'est ce type de tracé qui va montrer l'information mutuelle en bits en fonction du rapport signal-souris moyen. Là, c'est l'information mutuelle entre trois arrays donnés et l'extinction visuelle AV, donc en fonction du niveau de bruit. On voit que quand on a beaucoup de bruit, c'est-à-dire qu'on est à gauche de l'image, on n'a pas d'information mutuelle, on ne peut rien en faire direct. Puis ensuite, on va monter jusqu'à atteindre une asymptote qui dit que si on augmente encore le rapport signal-souris, on n'aura pas de gain d'information. On peut présenter ça en fonction du temps d'intégration qui est relatif par rapport à ce qu'on a dans le jeu de données orientées. Donc, ce qu'on a dans les données orientées, ça correspond à la ligne en pointillé. Et ce qu'on voit, c'est que certaines raies étant plus brillantes que d'autres, il faut les observer moins longtemps. Par exemple, ce qu'on voit avec HCO+, c'est que si on observe HCO+, plus longtemps, on gagnera quasiment pas d'informations en plus. C'est un temps qui sera coûteux au télescope pour finalement des résultats qui seront négligeables. Une manière de présenter les résultats, c'est de se restreindre à une zone particulière. Ici, ce sera la zone de la tête de cheval. On va seulement rester sur des gaz transparents, c'est-à-dire pour une extinction visuelle entre 3 et 6 magnitudes. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on a deux raies qui sont plus informatives que les autres pour estimer l'extinction visuelle. On a 13CO, la plus informative, et ensuite HCO+, puis les autres, elles sont un peu plus basses. On peut chercher maintenant quels sont les couples de raies qui sont les plus utiles. Alors là, on a des résultats qui sautent aux deux, c'est ceux-là. On a le couple de raies le plus informatif qui est 13COHCO+, ça correspond au couple des deux raies qui étaient les plus informatifs avant. Assez logique finalement. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est que 13CO est aussi présent dans les couples d'après. C'est logique, encore une fois, c'était la plus informative. Par contre, elle est combinée avec des raies de 12CO. Sauf que 12CO, en fait, c'est des raies qui étaient très peu informatives. Et ça, c'est un résultat qui est intéressant. Puisque ça nous dit que des raies qui ne sont pas forcément utiles, pas très utiles, faire moins payées pour observer toutes seules, seront utiles dès lors qu'on va les combiner avec d'autres raies. Et typiquement, 12CO fait partie de ces raies-là. Vu qu'elle sature, elle est très peu informative sur AV, mais elle donne des informations sur la température qui permettront parfaitement de compléter l'information qu'on a avec une raie de CO, par exemple, avec une raie de 13 CO. Et enfin, une dernière manière de présenter les résultats, c'est ça. Là, maintenant, on va présenter des résultats globaux sur tout l'espace de paramètres qu'on avait à disposition. Et plus l'image, du coup, tend vers une valeur en bits qui est élevée, plus l'image est lumineuse, plus ça signifie que dans ces régions-là, l'array, par exemple, ici, en haut au milieu, 13CO va être informative. Par exemple, ce qu'on voit, c'est que 13CO, c'est l'array qui donne le plus d'informations, mais on voit que 13CO, dans le coin en haut à gauche, elle est très peu utile. Alors que 12CO, dans cette région-là, elle est plutôt utile. Typiquement, ici, 12CO, c'est la seule raie qui se forme à bas AV, ce qui signifie que c'est la seule que l'on pourra utiliser dans la partie à bas AV. Par contre, ensuite, elle sature. Donc, même si elle a un très bon rapport signal sur bruit, le fait qu'elle sature fait qu'on ne peut plus l'utiliser pour calculer AV. On peut faire la même chose pour G0 cette fois-ci. On a des résultats qui sont assez complémentaires. Par exemple, 12CO, on voit que la zone où elle n'était pas utile, où c'était tout noir, eh bien, maintenant, c'est une zone où l'arrêt est informative. En fait, l'arrêt, à ce moment-là, sature, donne une information sur la température, ce qui est très lié à l'illumination UV. Et on a des résultats qui peuvent être assez loin, par exemple HNC, dans cette région-là, très particulièrement, qui devient informative, et c'est lié à la chimie de HNC qui va particulièrement se former dans ce type de régime physique. Et enfin, on voit que 13CO et C18O étaient très informatifs sur AV, mais par contre sur 12, sur G0 ne le sont plus. Dernier résultat qu'on a envie d'explorer, c'est à quel point on va pouvoir étudier les combinaisons de raies avec ces cartes-là. Par exemple, à gauche, on a les cartes d'information mutuelle pour C18O
pour les deux premières transitions, c'est 18 taux. La troisième, ça correspond au maximum pour chaque pixel entre les deux images. C'est l'information qu'on aura au minimum en combinant les deux. L'information qu'on a en les combinant vraiment, c'est la quatrième image. Et si on fait la différence entre ces deux dernières images, on obtient le gain de combinaison. Ça nous donne à quel point on a gagné de l'information en combinant les raies ensemble. Ce qu'on voit par exemple ici, c'est qu'on gagne beaucoup d'informations dans le coin en haut à gauche, c'est-à-dire une région qui est dense et fortement illuminée. Des régions où ces 18 tours en elles-mêmes étaient un peu informatives, mais pas énormément. C'est-à-dire que combiner des raies ensemble permet de gagner de l'information dans des régimes où aucune de ces raies-là était particulièrement informative. C'est encore plus flagrant ici. Lorsqu'on va combiner 13CO et C18O, le gain d'information sera dans les régions à fort AV, et on voit que c'est vraiment une région où la quantité d'information était inférieure à 0,2 bits, sachant qu'on a un gain ici qui est quasiment de 1 bit. Du coup, un gain relatif d'information qui est proprement énorme. Bon, alors pour cette dernière partie, on va garder le même type d'outil, mais pour une utilisation qui sera assez différente. On va revenir du point de vue des données. En fait, notre objectif maintenant, ça sera, à partir des observations qu'on a dans le dataset 128, à quel point on va pouvoir, avec une méthode de machine learning, calculer les paramètres physiques avec les zéros. Alors j'en ai brièvement parlé au tout début. Ces informations-là, elles sont obtenues non pas avec les observations orientées, sinon on a un problème d'œuf et de la poule, mais elles sont obtenues avec des observations de poussière indépendantes à celles d'Orion B, qui nous permettent d'utiliser ces observations comme des labels. Alors on sait que ces labels ne sont pas parfaits, ils ont une certaine limite, mais en fait, c'est tout ce qu'on a. Donc on va les considérer comme une vérité terrain. Une approche classique, ce serait d'entraîner un gros modèle, typiquement un réseau de neurones, de sorte à faire les prédictions pour nous. Le problème de ce type de modèle, c'est qu'ils sont très difficiles à interpréter et aussi à entraîner. Et pour plus d'interprétabilité, quelque chose qui est souvent fait en machine learning, dans les problèmes de vision par ordinateur, c'est de présélectionner les variables les plus importantes. Le problème, c'est que dans notre cas, elles sont dépendantes du régime physique. Est-ce qu'on est dans des régions denses ou pas, fortement illuminées ou pas? Et si on se prive d'un certain nombre de variables pour augmenter l'interprétabilité, il y a des régimes physiques où les variables qu'on a gardées, elles ne sont pas suffisantes. Et on ne pourra pas faire de prédiction, alors qu'au départ, on avait des données qui étaient utiles, on les a laissées. Donc, on ne va pas faire ça. Notre solution, ça va être d'apprendre des modèles qui sont spécialistes pour chacun de ces régimes physiques. Au lieu d'entraîner un gros réseau avec beaucoup de données d'entrée, on va entraîner plein de petits réseaux très spécialisés, mais avec un nombre limité de données. Alors, le fonctionnement va être le suivant. On va découper des régimes physiques, puis ensuite on va approcher la densité de probabilité, la distribution des données pour chacun des régimes physiques. Et puis ensuite, ici, à chaque fois, une fois qu'on a une donnée entrée, on veut faire une prédiction en modèle. Eh bien, on va regarder à quel point ces données, elles ressemblent aux données qui ont été apprises au départ. Donc, typiquement, en haut, on la croit, elle est loin du mode de la distribution. Par contre, en bas, on est en plein dedans. C'est-à-dire que la vraisemblance dans le régime physique du bas va être bien plus élevée qu'en haut. Donc, on va choisir le modèle qu'on avait entraîné sur ces données-là, qui étaient associées à ce régime physique-là. Donc, on va obtenir une estimation de paramètres physiques peut-être. Et ensuite, si on a d'autres données, cette fois-ci, on est plutôt semblable à ce qu'on a en haut. Bon, on va plutôt utiliser le modèle en haut. Les régimes physiques, on en a plein. On peut aussi choisir d'en garder non pas un, mais un certain nombre qui nous paraissent tous vraisemblables, ce qui permettrait d'avoir des estimations indépendantes d'une même valeur, ensuite avoir potentiellement plus de certitude. Bon, ici, dans ce cas-là, je vais rester sur le cas où on a on garde qu'un seul modèle. Alors, pour définir les régimes physiques, euh, on, donc on va découper une physique et pour choisir les raies de chaque physique, on va utiliser la méthode dont j'ai parlé dans la partie précédente, l'information mutuelle, qui nous permet pour un paramètre physique donné de choisir quelles sont les raies, quel est le couple de raies en l'occurrence qui sera le plus utile pour nous, pour entraîner notre réseau spécialiste. Donc, par exemple, en bas à gauche, dans la région où AV est faible et où G0 est faible, le couple de raies qui revient quasiment tout le temps, c'est 13CO, 12CO. C'est un résultat qui est assez bien connu dans la millimétrique, c'est que ce sont les deux raies quasiment en fait les deux seules raies qui sont formées dans ce type de région. Du coup, c'est les plus informatives. Dans d'autres régions, par exemple ici, qui correspond à NGC 2023, on a les raies qui mettent en jeu N2H+. N2H+, c'est une espèce qui ne se forme que dans les régions les plus denses. Mais une autre région qui est dense mais plus illuminée, ça va être NGC 2024, la nébuleuse de la flamme. Et là, par exemple, ce qu'on voit, c'est que on voit plus N2H+, on voit 12CS qui est dans tous les couples.
Alors, j'ai oublié de dire, le petit p qu'on voit, c'est la probabilité qu'on assigne au choix. C'est-à-dire, par exemple, quand on a p est plus grand que 99,9%, ça signifie qu'on est sûr à 99,9% qu'il s'agit du couple le plus informatif. On en affiche plusieurs parce que dans certaines situations, comme ici, par exemple, on sait pas, c'est à peu près 50-50. Et ça, c'est une distinction qui est assez importante dans des études qui ont été faites, par exemple, en utilisant des forêts aléatoires pour estimer les raies qui étaient les plus utiles. Eh bien, on avait tendance à découper seulement en fonction de AV. Et ce qu'on voit ici, c'est que G0 aussi, parce que le découpage par rapport à G0 est important, puisque quand on fait varier G0, on n'a plus du tout les mêmes raies qui sont les plus informatives. Donc les réseaux qu'on va entraîner ne se baseraient pas du tout sur les mêmes observables. Bon, alors ce travail-là, c'est un travail qui est préliminaire, il est encore en cours. J'ai choisi de m'arrêter ici dans la présentation. Ah oui, pardon, on commence à l'appeler comme ça plutôt. Euh, conclusion, donc j'ai montré 4 parties, la dernière était un peu plus tôt, comme je l'ai dit, c'était les résultats intermédiaires. Les 3 autres ont donné lieu à des publications dans l'astronomie et l'astrophysique. On a pu passer sur le débruitage de données, l'émulation du code dans PDR, ensuite réutiliser ce résultat pour l'informativité des prédictions du modèle. Dans le cas de l'analyse qu'on a fait à la fin, on n'utilise pas à proprement parler les cubes débruités, on utilise seulement une partie de la méthode qu'on a mis en œuvre, euh, puisque sinon on aurait tendance à beaucoup trop biaiser les résultats. Alors, on utilise à moitié la méthode qu'on a mis en œuvre au début. Toutes ces, tous ces outils qui ont été développés pour répondre à ces problématiques, euh, elles passent aussi par des codes. En fait, il y en a un certain nombre. Déjà, chaque papier possède un repo GitHub qui contient les codes qui permettent de reproduire tous les résultats du papier, librement accessibles. Euh, Et puis ensuite, on a un certain nombre de packages pour chaque papier, certains qui sont disponibles sur PyPy, donc qui peuvent être très facilement installés avec pip install, voilà, avec une documentation pour tous les packages. Tous ces travaux, et en fait, au final, lèvent peut-être plus de questions que ce que j'en avais au départ. J'ai choisi d'en lister seulement 2. Le premier, c'est la représentativité du nuage d'Orion B. La question, c'est dans quelle mesure les connaissances qu'on apprend sur Orion B peuvent être généralisées à d'autres nuages. Et il y a l'extinction de cas. À quel point on peut les généraliser dans des observations galactiques, c'est-à-dire résolues, c'est-à-dire où on peut voir nettement les différentes structures dedans. Et puis à quel point on peut généraliser ça à des observations extragalactiques non résolues, potentiellement à haut redshift. C'est une problématique qui est centrale dans le consortium. Il y a des personnes comme Antoine Zakharjian, par exemple, qui se penchent sur ces problématiques. Alors, il y a plusieurs manières de l'aborder. Par exemple, les méthodes d'estimation de variables les plus informatives, elles peuvent servir pour ça. Euh, et pour trancher cette question, ça passera aussi par des observations d'autres nuages pour comparer les résultats, par exemple en prédiction de paramètres physiques, voir à quel point on parvient à faire des estimations qui sont fiables sur d'autres nuages. Et enfin, une deuxième problématique, et c'est probablement celle qui me tient le plus à cœur, c'est les variables de contrôle caché. En fait, il s'avère, alors que lorsqu'on essaye de faire des prédictions de paramètres physiques, alors par exemple pour AV, ça se passe assez bien, et pour d'autres comme G0 ou la pression, les résultats ne sont pas, pour en parler, aussi satisfaisants que ce qu'on aimerait. Euh, et sous hypothèse qu'on puisse faire cette prédiction, ben, la conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'il manque des variables. On pourrait faire cette prédiction, mais on n'a pas assez d'informations. Ces variables-là, du coup, on les appelle des variables de contrôle caché. Et les questions qui se posent, c'est comment est-ce qu'on peut les définir, comment est-ce qu'on peut les estimer ensuite, et enfin, comment est-ce qu'on peut les contraindre pour permettre de les analyser de manière physique. Alors, c'est vrai, elle peut avoir de nature assez diverses. Soit c'est des paramètres physiques que l'on connaît déjà, mais que l'on n'a pas à disposition, comme la carte de pression, hein, dans le cas des observations Orion B. Ou alors ce sont des paramètres physiques qu'on n'a pas vraiment, comme la géométrie du nuage. Et dans tous les cas, en fait, savoir que c'est ce paramètre qui manque, c'est quelque chose qui sera très intéressant. En pratique, euh, il y a il y a de nombreuses pistes pour étudier cette problématique qui est extrêmement intéressante. Il y a de quoi faire largement un travail de thèse dessus, je pense. À mon avis, passer par la théorie de l'information est une très bonne piste, de sorte à trouver les variables qui complètent au maximum la quantité d'informations. L'estimation pourrait passer par des modèles génératifs inspirés de ce qu'on a avec des GAN. Mais voilà, bon, c'est un travail que je n'ai pas eu le temps de beaucoup explorer au final. Je voulais finir cette présentation en parlant d'interdisciplinarité, en revenant à ce que je disais au tout début avec le consortium Orion B.
aujourd'hui, la nouvelle génération d'instruments, comme ceux qui sont développés à l'IRAM, permettent d'obtenir des quantités de données qui sont de plus en plus énormes. Cette quantité de données, elle dépasse elle peut faire s'interpréter seulement avec des manières classiques qu'on utilise en astrophysique jusqu'à récemment. Et il nous faut des méthodes statistiques et d'apprentissage qui sont efficaces pour tirer un meilleur parti de la quantité de données à disposition. Les méthodes classiques sont toujours utilisables, mais on peut tirer mieux des données qu'on a à disposition. Alors ça pose plusieurs défis lorsqu'on va faire des collaborations comme celle du consortium entre statisticiens et astrophysiciens. La première, c'est se comprendre. En réalité, on est des personnes qui viennent de formations qui sont très différentes. Euh, le langage est différent, les objectifs sont différents, et en fait, il y a tout un travail de communication qui est fondamental. Et c'est celui qu'on prend le temps de faire en consortium. En deuxième point, je voulais aussi mettre se comprendre, mais je vais essayer d'expliquer un peu plus. C'est pour savoir quels résultats sont pertinents. En fait, en pratique, les résultats qui sembleront pertinents pour l'une et l'autre du communauté pourront être extrêmement différents. Et encore, ça, c'est un travail de communication qui permettront d'aller vers les résultats qui sont intéressants d'un point de vue. Le consortium, son objectif, c'est d'en déduire de la nouvelle physique. Et du coup, c'est aux astrophysiciens aussi de nous apprendre quels sont les résultats qui sont importants. On n'a pas forcément cette intuition-là au départ. Et puis enfin, c'est savoir faire des compromis. Pour ma part, en tant que personne issue d'une formation d'ingénieur, on a souvent envie d'aller toujours plus loin, de faire des méthodes toujours plus compliquées, de sorte des fois à ce qu'on risque de perdre de l'interprétabilité. Et ces compromis-là, ils sont nécessaires pour en fait permettre de se comprendre entre les différentes communautés et d'avoir des publications qui au final auront plus d'impact si on avait fait quelque chose qui ne s'adressait que à des personnes qui ont eu la même formation. La place de l'IA en astrophysique, juste quelques mots à ce propos. Pour moi, c'est une influence qui est vraiment bidirectionnelle. On a tendance aujourd'hui à voir des personnes qui pensent que l'IA va régler toutes les questions en suspens en astrophysique. Moi, ça, j'y crois pas et j'ai plus de 3 ans pour m'en rendre compte. Pour moi, l'IA a beaucoup à apprendre aussi de la physique. L'IA va pouvoir tirer de la physique des quantités d'informations qu'elle n'avait pas jusqu'à présent, mais l'IA a beaucoup de choses à tirer de la physique. Et ça s'est vu, par exemple, j'espère que ça s'est vu dans ma présentation où les architectures de réseaux de neurones étaient constamment modifiées avec des analyses de données rigoureuses, des interprétations physiques, de sorte à arriver à des modèles qui soient plus interprétables et plus faciles à utiliser. Et enfin, je voulais vous remercier d'avoir écouté cette présentation, et remercier les membres du consortium sans qui cette thèse aurait été bien différente, sous-entendu en moins bien. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.